Salut tout le monde et bienvenue encore une fois à Junior Majeur en ce début de printemps. C'est ce qu'on nous dit. Je sais pas. J'y réfléchissais aujourd'hui pendant que je pétais encore une fois. Ah, aujourd'hui l'émission, c'est un tête-à-tête avec moi et Mickaël où on fait le tour des séries de A à Z parce que oui, d'habitude, on a plein de monde avec nous autres, mais là, comme un vieux couple, on avait besoin de se retrouver. Agrippé rapidement en deux brassées de lavage et avant qu'il refasse ses valises pour repartir. Mickaël, la semaine passée, pendant notre analyse des séries, on a essayé d'y ajouter un peu de suspense, mais disons les vraies choses, pour certaines équipes, c'est une formalité. C'est une formalité pour les équipes qui étaient aspirantes. Quand on parle du Drakkar de Baie-Comeau, personne au monde remettait en cause la survie du Drakkar de Baie-Comeau dans ces séries éliminatoires. Mais celui qui a rendu ça serré, c'est le gardien des Cataractes, Marvin Copper. Il a été extraordinaire, fumant, mais même ses performances n'ont pas suffi pour pousser le Drakkar dans ses derniers retranchements et donner une victoire aux Cataractes. Donc, non, mais moi, je suis content parce que, justement, du côté des Cataractes, belle expérience, premièrement, de faire les séries, bon pour le moral, bon pour les jeunes, et surtout, ils n'ont pas été déclassés. Ça n'a pas été un massacre. Non, et... Ça s'est terminé rapidement, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça? Oui, ce que j'ai aimé de la part des Cataractes, c'est que leurs performances ont forcé les joueurs du Drakkar, les joueurs de soutien. Robbie Graham, par exemple, a eu à se distinguer dans cette série-là. Alors, ça a donné une bonne opposition au Drakkar de Baie-Comeau. On ne peut pas dire que ça a été une promenade, là, que ça a été une série à sens unique. Ils ont eu à travailler. Ils ont connu vraiment beaucoup de succès, là. Il n'y a pas à dire. Ils ont eu des chances à marquer. Ils ont dominé les Cataractes. Mais dans l'ensemble, ils ont eu à travailler pour gagner leur match. Ça, c'est important pour une série de première ronde. Si on se dirige du côté d'Halifax, là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut peut-être commencer à faire peur au restant de la Ligue parce que la grosse machine du Moosehead, bon, a toujours été présente, mais là, honnêtement, le pied sur le gaz. Ah, ça, c'est certain. On l'a vu dès le premier match contre les Highlanders de Charlottetown. Domination offensive. Les Mooseheads s'échappaient en désavantage numérique. Alors, dans ce temps-là, t'es à risque. Et c'est sûr que les Highlanders n'avaient pas les munitions pour ennuyer. C'est pas un gros test. Je veux pas être méchant, mais c'est la vérité. Non, c'est une équipe qui, en deuxième moitié de saison, je l'avais dit, 5 victoires après la période de transaction. Et on l'a vu pourquoi. Mais Jonathan Drouin, des signes encourageants dans son cas, une bonne performance. On le sentait impliqué dans le match. Là, on sent qu'il a retrouvé la motivation que les Mooseheads ont besoin pour essayer de gagner des victoires en séries éliminatoires. Ben, c'est des gros souvenirs de ce qu'on a vécu l'année passée. Là. Ça doit être revenir du thrill de 30 jusqu'à la Coupe Mémorial. Là, tu vois la foule, tu vois les spectateurs, la frénésie dans la ville. Alors, je pense que c'est intéressant. Et la coqueluche de la Ligue, le jeune Ehlers. Nikolai Ehlers, il a encore été une fois spectaculaire. S'est échappé en infériorité numérique. Il a marqué un but spectaculaire dans le match numéro 1. Alors, ça donne vraiment un avant-goût de ce qu'on peut avoir des Mooseheads d'ici la fin. Du côté des Foreurs de Val-d'Or, moi, ma seule surprise, c'est le troisième match qui se termine en prolongation, parce qu'on savait encore une fois que ça allait être facile. Et je me dis, des fois, c'est un peu le danger de cette équipe-là. Prendre les choses pour acquis. Et si on passe ces 3-4 buts-là pendant le match, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. Les Foreurs à 2 buts en 60 minutes, ça marche pas, ça, là. C'est une équipe qui en marque 4, qui en marque 5 par match. Alors, je pense que Jacob Brennan a eu un grand mot à dire dans la performance du Titan d'Acadie Batters. Offensivement, ils ont quand même marqué un petit peu plus que je m'attendais. Je pensais que le record de tous les temps pour une série de 4 matchs était en cause. 2 buts marqués en 4 matchs, ça, c'était le record à battre. Finalement, la pire attaque de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec n'a pas battu cette marque-là. Mais dans le cas du Titan, c'est une formalité là aussi. Je pense que les Foreurs, c'est une équipe là, qui est aspirante, qui est bien huilée et offensivement très dangereuse. Mais ça a chauffé un peu dans le match numéro 3. Et l'équipe la plus dangereuse, selon moi, à la veille des séries, et il le prouve évidemment dans cette première ronde, l'Océanic de Rimouski. Écoute, ils sont en business. Encore une fois, ça a été rapide. Puis justement, je sais qu'on va parler beaucoup de l'Océanic dans les prochaines semaines. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est cette sortie rapide de la part des Saguenayens. Puis honnêtement, je vous dis, il y a certains matchs qui ont été faciles. Est-ce que ça peut un peu, peut-être pas nuire, je ne sais pas, influencer la décision qui va se prendre le 3 avril par rapport au fait que si ou non, oui ou non, Chicoutimi va recevoir la Coupe Mémorial l'année prochaine?
Ça s'est mieux passé à Rimouski que ça s'est passé à Chicoutimi dans cette série-là pour les Saguenayens. Et ils n'avaient pas les munitions pour ennuyer l'Océanique. Pas avec la fin de saison qu'ils ont eu, c'est clair. Non, et Laurent Dauphin était absent. Ça, c'était leur élément qui leur restait. Maintenant, cela dit, j'ai été très déçu des partisans des Saguenayens. 1222 spectateurs dans le match numéro 3. Quel message envoie-t-on? La serviette en partant, là. Personne ne croyait même là-bas, là. Non, mais moi, là, si j'avais été dans la place de l'organisation des Saguenayens, je me serais dit, là, je veux lancer comme message que contre vents et marées, nous allons être derrière notre équipe pour les prochains mois. L'année de la Coupe Mémorial, c'est pas une année facile pour les villes hôtesses. Et j'ai trouvé que les partisans des Saguenayens n'étaient pas au rendez-vous. Ils n'avaient pas lancé le bon message aux autorités de la Ligue à une semaine du choix. Exact, parce qu'il n'est pas encore fait ce choix-là. Peut-être que là, maintenant, il l'est. Peut-être que je pense qu'ils ont une bonne idée, mais sincèrement, en tout cas, j'ai trouvé que les partisans avaient lâché ça rapidement. Et les Saguenayens, sur le plan hockey, écoute, c'était une équipe qui était Ça va être une pente de remontée plus laborieuse qu'on pensait. Les transactions vont sûrement améliorer ça dans les prochaines semaines pour les Saguenayens parce qu'ils ont fait des transactions. Et là, ça va rapporter dans les prochains mois. On revient tout de suite, après la pause. Les Foreurs de Val-d'Or ont connu la 3e saison la plus productive en attaque de leur histoire. Au cœur de ses succès, l'attaquant Anthony Manta a terrorisé les gardiens adverses. Bien qu'il ait raté 17 matchs en raison de blessures, Samuel Henley n'est pas en reste dans cette attaque dévastatrice. L'attaquant de 20 ans a atteint le plateau des 30 buts, sa meilleure saison en carrière dans le circuit Courteau. Les deux frères Henley ont été séparés en janvier lorsque David a quitté pour Charlottetown dans la transaction Ryan Graves. La fin des présentes séries tirera donc un trait définitif sur l'ère Henley dans l'uniforme vert et or. Bon, avant la pause, on a parlé des séries qu'on a pâtissées, des formalités. Là, on tombe vraiment dans le vif des séries parce que oui, il y en a qui sont excitantes, la preuve, ne sont pas encore finies. Pas ma grande surprise, oui un peu, pas à la tienne parce que tu avais prédit un 6e match, mais lorsqu'on parle de l'Armada contre le Wildcat, explique-moi pourquoi que la série a été aussi serrée. Hypothèse, est-ce qu'il y a un lien à faire avec la fin de saison que l'Armada a eue? Ben, peut-être, mais moi, je pense que Moncton a livré l'opposition qu'il devait faire pour essayer de gagner des matchs dans cette série-là. D'abord, leur duo russe, j'avais dit surveiller, Ivan Barbachev, Vladimir Kachev, les deux ont été très bons dans la série. D'ailleurs, dans le match numéro 4, ça leur a pas souri d'aller chercher 3 buts de Kachev en 3e période, mais ils ont donné chaud à l'Armada. Et il n'y a pas eu de victoire de Boisbriand dans cette série-là qui ont été faciles jusqu'à maintenant. Alors, on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais le duo russe a fait le travail. Et Alex Dubois, dans la majorité des matchs, il a été bon, notamment dans la première victoire du côté de Boisbriand. Quand on a vu l'équipe partir de Boisbriand 1 à 1, il y a des gens qui se sont dit... Il y a des gens qui se sont dit que ça va être beaucoup plus compliqué. Ça a été une bonne série dans l'ensemble et je pense que Étienne Marcoux a eu à être bon. Il a eu à se distinguer. Je dis pas que c'est lui qui a fait la différence. L'Armada, c'est pas un joueur prêt. On le sait, on connaît l'équipe. C'est une équipe dont le travail, ça devient un travail d'équipe collective, c'est bien l'Armada. Il n'y a pas une vedette comme à Val-d'Or ou à Québec pour porter le flambeau. Exactement. Là. Et moi, je pensais que Moncton jouerait un style plus agressif, plus physique. Assurément que ça va être une carte qu'on va ressortir du côté des rivaux qui vont affronter l'Armada dans les séries, la carte de l'aspect physique si on veut gagner des matchs. En présumant, évidemment, qu'il n'y a pas de match numéro 7. Et une grande surprise de première ronde, on verra bien. Passons maintenant à la... Pas le choix de l'appeler la série surprise. On s'entendait que ça soit serré. La semaine dernière, Sébastien Goulet avait prédit une victoire des Huskies. Les 3 autres, incluant moi, on avait prédit Québec, mais tout le monde en 7. Et là, Rouyn déclasse les Remparts en 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que la série s'est peut-être jouée dès le premier match. On a donné le ton du côté de Rouyn-Noranda. On a installé le doute. On a semé quelque chose là, chez les Remparts. Et à partir de ce moment-là, ça a été une formalité. Dans le match numéro 2, ça a vraiment été un bon match des Remparts. Là, à partir de la 2e période, là, on a vu que vraiment Québec dominait avec son jeu de puissance. Mais est-ce qu'on peut gagner avec un jeu de puissance en séries éliminatoires? C'est peut-être la question qu'il faut se poser seulement. On avait de la difficulté du côté de Québec à aller chercher des buts à 5 contre 5. Et je pense que Rouyn a bien adapté son jeu. Mais la bonne nouvelle du côté de Rouyn-Noranda, c'est les performances d'Alexandre Bélanger.
Il a été vraiment très bon. Ça a été le gardien qui a réussi à s'imposer dans la série. Contrairement à ce que je faisais comme prédiction, je pensais que François Brassard, comme vétéran... On dirait qu'il y a des souvenirs de l'année passée, le jeune Bélanger. ...s'imposerait. Il a retrouvé un certain élan. Alors, très bonne série pour ce qui est de Rouyn-Noranda. Et là, jusqu'où vont-ils aller dans les séries? À mon sens, à moi, je dois le dire, c'est une surprise. Voilà, pour tout le monde. Et finalement, c'est le temps aussi de parler de la série... La Coupe de la Poutine, comme on l'a baptisé la semaine dernière, entre Victoriaville et Drummondville, ça, c'est une question qui ne se réglera jamais. Jamais. Je suis allé dans les deux villes et... Non, écoute, c'est pas cette série-là qui va décider non, de ça, exactement. je vais te dire ça. On savait que ça allait être serré, on savait que ça allait être intense. On n'a tellement pas été déçus, malgré la victoire des Voltigeurs. Exactement. Puis lorsqu'on regardait le début de la série, c'est drôle parce que ça a été un peu trompeur pour la suite des choses. Quand on regarde le match numéro 1, moi j'étais là-bas, François Tremblay a été incroyable. Et par la suite, je pense que Drummondville a vraiment pris un élan avec la deuxième victoire. On menait 4-1 dans un match. Victoriaville est remonté 4-4. Ça s'est terminé 6-5 ce match-là. Et le match numéro 3, grosse victoire à Victoriaville. Ouais. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a comme eu une espèce d'élan pour les Voltigeurs de Drummondville. Et là, les gardiens, la situation des gardiens était plus compliquée après du côté de Victoriaville. Du côté de Drummondville, on ne se posait pas la question. C'est Louis-Philippe Guindon. Que ça aille bien, que ça aille mal, Louis-Philippe Guindon. Du côté de Victoriaville, là, on s'est mis, après la défaite du match numéro 3, à analyser. Bon, on envoie-tu Whitney? On envoie-tu Tremblay? Peut-être que ça a pu jouer dans le subconscient de l'équipe. Alors moi, le chapeau aux Voltigeurs. J'avais mis Drummondville gagnant dans la série. Je pensais que ça se rendrait dans un 7e match. Ils m'ont fait mentir. Alors là, ils sont prêts pour passer aux choses sérieuses. Est-ce que le niveau d'intensité va les avoir préparés? Et tu l'as dit tantôt, tu as eu la chance d'aller dans les deux villes. Tu as eu la chance aussi de t'entretenir avec Dominique Ricard, quelqu'un avec qui on voulait parler depuis le début de la saison. Parce que lui, disons que sa dernière année était quand même assez spéciale. Une année spectaculaire. Et lorsqu'on regarde, il avait refusé de joindre Patrick Roy avec l'Avalanche du Colorado. Pas une décision facile. Il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être sa dernière saison. Il pourrait accéder à des rangs professionnels. J'ai fait le point avec lui. J'ai posé toutes ces questions-là. On est revenu sur la dernière période de transaction où il a été très occupé. D'ailleurs, il est en nomination pour le trophée Maurice Félion remis au directeur général de la saison dans la LHMQ. Voici l'entrevue. Dominique, je veux te parler de la série que vous jouez contre Victoriaville. Vous avez la chance d'affronter des rivaux naturels dans cette première ronde éliminatoire-là. C'est du bonbon pour les partisans. On les a vus lors des premiers matchs de la série. Parle-nous de la signification pour Drummondville de cette série-là contre Victoriaville. Mais c'est clair, même en saison régulière, quand on a la chance là, de jouer contre des rivaux naturels, là, des villes là, qui sont à proximité, c'est toujours une ambiance qui est différente, c'est de l'émotion qui est différente. Puis c'est un gâteau pour nos partisans puis pour nous-mêmes là, de vivre ça dans les séries éliminatoires avec un enjeu là, qui est important comme ça. On l'a vu à Drummondville, on le voit à Victoriaville, les gens sont présents des deux côtés, les gens se déplacent, il y a de l'émotion, c'est une belle rivalité, elle est saine. La qualité du jeu sur la glace là, est intéressante, mais je pense qu'en général, les partisans sortent très, très gagnants d'une rivalité et d'une série comme ça. Je vais revenir sur votre saison cette année. Une bonne saison du côté de Drummondville. Vous avez perdu votre entraîneur, Mario Duhamel, qui a quitté pour la Ligue nationale de hockey. Martin Raymond s'est amené en renfort. On peut pas dire qu'on a vu beaucoup de changements. Vous êtes demeuré très concentré sur les objectifs et la philosophie de l'organisation. Oui, c'est un processus. On était dans une troisième année, là, après avoir eu beaucoup de succès là, de 2009 à 2011. Là, on avait après ça un cycle là, un petit peu plus à rebâtir notre identité. Puis Mario a fait un très bon travail les 2 premières années. On voulait cette année être encore plus compétitif, être dans le premier tiers de la Ligue. C'est un objectif qu'on s'était donné puis qu'on a réussi à atteindre. Mais à travers tout ça, là, on avait une transition au niveau de notre entraîneur qui s'est très, très bien fait. Là. Martin, je pense, connaissait déjà l'organisation. On se connaissait personnellement. Fait qu'il y a eu une transition là, qui a été facilitante. Puis au fur et à mesure là, que la saison a avancé, on a atteint nos objectifs à travers des décisions qu'on a prises. Mais comme tu disais, là, oui, l'arrivée de Martin Raymond, c'est bien fait. Puis on a continué à garder notre identité, notre façon de jouer, notre façon d'être. Puis on a eu les objectifs qu'on s'était fixés. Tu as mis la main sur Ryan Calkin et tu as sacrifié Nicolas Brouillard. Lorsque tu as fait la transaction, tu as annoncé publiquement que tu décidais d'annoncer à Nicolas qu'il irait à Québec l'an prochain. Dans la Ligue, on a senti que des directeurs généraux qui se sont posé la question. Sens-tu que la réflexion s'est faite chez tes collègues directeurs généraux pour dire peut-être que c'est une bonne chose à faire de jouer de franchise avec les joueurs? Plus ou moins. J'ai pas eu vraiment de discussion à ce niveau-là avec les autres directeurs gérants de la Ligue. Mais nous, de notre côté,
on vit des situations, puis au cours des dernières années, avec l'expérience que j'ai vécue, parce que c'est pas la première fois qu'on fait des transactions dans ce sens-là. Puis on a été des deux côtés. Dans le passé, on a été du côté où, à un moment donné, on n'avait pas annoncé aux joueurs, puis on a été de l'autre. Puis nous, on a trouvé là, que d'aller du côté de l'honnêteté, la vérité a été bénéfique sur l'équipe à court terme, parce qu'il n'y a pas eu de... Parce qu'à ce moment-là, c'est toujours là, c'est qui? C'est-tu Nicolas Brouillard? C'est-tu Joe Rattel? Il y a souvent des suppositions. Là. Maintenant, la vérité est connue. Puis je pense que quand on va se serrer la main à la fin de l'année là, avec Nicolas, on va avoir tout simplement travaillé dans la vérité. Puis on voit bien que ça change pas grand-chose dans son cas présentement. Il a eu une excellente deuxième moitié de saison. Puis il est content aussi je suis sûr qu'il va être très, très heureux avec les remparts dans le futur. Fait que on a travaillé comme ça. Puis on dit toujours que la vérité, là, les gens n'ont pas de difficulté à vivre avec. Puis on le voit présentement dans le cas de Nicolas. Dernière question avant de mettre fin à l'entrevue. Patrick Roy avait voulu t'amener avec lui au Colorado. Tu avais refusé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter que tu aimerais accomplir dans la Ligue que tu n'as pas encore accompli? Parce que vraiment, c'est un tour de jardin incroyable dans ton cas. Candidat pour le trophée Maurice Félion cette année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Dominique, pour que tu sois prêt après ça à passer à une étape supérieure ou que tu te sens prêt après à passer à autre chose? Bien, me sentir prêt, ça, c'est pas une décision juste professionnelle. Là. Je suis un homme marié, un père de famille d'enfants de 8 ans puis 6 ans. Puis ça, c'est quelque chose de très, très important dans mes valeurs, la famille. Fait que, tu sais, de me sentir prêt pour le hockey professionnel, il va y avoir une réflexion familiale à travers tout ça. Fait que ça, on verra en temps et lieu. Mais me souhaiter ou nous souhaiter au Voltigeurs, tu sais, j'ai eu la chance comme assistant-entraîneur avec les Foreurs d'aller à la Coupe Memorial, mais de perdre en finale, puis avec les Voltigeurs, d'aller à la Coupe Memorial puis de perdre en demi-finale. Fait que c'est clair qu'une Coupe Memorial, oui pour moi, mais également pour les Voltigeurs, c'est quelque chose que je nous souhaite. On va te souhaiter la meilleure des chances, Dominique. Merci beaucoup. Avec 4 victoires dans la série contre les Islanders de Charlottetown, le gardien des Mooseheads de Halifax, Zachary Foucalé, vient de passer au second rang des gardiens les plus victorieux de l'histoire de la LHJMQ en rencontre post-saison. Le jeune espoir du Canadien a remporté 30 victoires en séries éliminatoires en carrière, à égalité avec Robert Desjardins au 2e rang de l'histoire. Roberto Luongo est le meneur de tous les temps, avec 38 victoires remportées de 1995 à 1999. Foucalé pourrait donc égaler la récolte du gardien des Panthers en accédant à la finale de la Coupe du Président cette année. Finalement, de retour de la pause, parce que ça paraissait pas, mais oui, je commençais à m'ennuyer. Il nous reste une série à discuter. Je sais pas comment l'aborder parce que, bon, la semaine passée, dans nos prédictions, j'ai voulu faire mon SMAT. J'ai voulu chercher quelle équipe en première ronde pourrait surprendre. Écoute, j'ai lancé les dés sur les Eagles du Cap-Breton en disant que oui, peut-être. En fait, je pensais qu'elle allait peut-être surprendre les Olympiques de Gatineau. Mais tu vois, l'avantage dans mon cas... Tu veux-tu t'en aller puis je vais faire le bloc tout seul? Je suis rouge un peu. OK, mais regarde, tu vois, quand j'ai dit mes prédictions, je suis comme, le gars qui connaît ça. Puis quand je me trompe, ben, je suis juste, tu sais, le clown qui fait son SMAT. Fait que tu vois, je suis pas allé des deux côtés. Mais honnêtement, OK, je savais que je prenais une chance, mais j'aurais jamais pensé que les Eagles seraient aussi déclassés, là. Qui l'eût cru que la série qui oppose les positions 8 et 9, qui, en théorie, devrait nous donner la série la plus serrée du premier tour, soit presque la moins serrée. Ben écoute, j'ai l'impression que du côté de Cap-Breton, c'est juste carrément pas présenté. Ben défensivement, il y avait des blessures quand même du côté de Cap-Breton. Mais les gardiens de but des deux bords dans les séries, là. Je peux pas dire que les gardiens de but ont fait le travail qu'on leur demandait. Et ils auraient dû être extraordinaires pour donner une chance aux Eagles contre les Olympiques. Mais il y a des joueurs qui ont répondu présent. Martin Rivaille a été bon dans la première ronde. Et Simon Tardy-Richard, quelle bonne première ronde dans son cas. Alors, tu regardes du côté de Gatineau, tous les gars qui devaient sortir en force l'ont fait. Et du côté de Cap-Breton... Ben, gars, de toute façon, du côté des Olympiques, il n'y a pas de surprise parce que, on le dit année après année, c'est une équipe des séries, surtout quand, je veux dire, quand Benoît Groult prépare. Un petit conseil, pointe-toi pas Gatineau les prochains jours. Ouais, ils m'ont pris au sérieux. Mais non, je niaisais, voyons là, Cap-Breton, Gatineau, c'était pas... Hein? Bon, c'est ici que je change de sujet. Et, en fait, je suis content de le faire parce que
Tu sais comme moi qu'à force de côtoyer les jeunes de la Ligue, on finit parfois par avoir des coups de cœur. Ouais. Un des miens, c'est Félix Girard, du Drakkar de Bécomo. Un jeune avec qui j'ai la chance de passer un peu de temps jaser. Et justement, il a réalisé un exploit cette année qui est quand même assez incroyable, de gagner pour la deuxième fois, en fait, la deuxième saison consécutive, le trophée Guy Carbonneau qui est remis au meilleur attaquant défensif. J'avais-tu vraiment besoin de l'expliquer? Il me semble que c'était assez clair. Ce qui n'a jamais été fait. Et évidemment, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de discuter avec lui. On regarde ça. Écoute, je mets un peu tout le monde dans le même pétrin, je fais attention à mes mots. Vous êtes forcément une des équipes favorites dans les séries qui s'en viennent. Et toi, en tant que capitaine, comment tu gardes les gars focusés? Mais je pense que tout au long de la saison, on se préparait pour les playoffs, puis on voulait faire une équipe, pas pour finir premier de la saison, mais pour être prêt pour les séries. Fait qu'on garde le focus là-dessus, puis encore plus maintenant que les séries s'en viennent, puis qu'on a hâte de commencer. Fait que le focus n'est pas dur à garder. Là. La défaite contre Halifax en finale l'année passée, est encore fraîche dans vos têtes? C'est une source de motivation aussi, là. C'est pas des choses que tu oublies loin, là. T'oublies pas ça, mais on pense qu'on a grandi avec ça, là. C'est une expérience de plus dans notre bagage, puis c'est sûr qu'on l'a pas oublié, là. Écoute, 2 excellentes saisons pour le Drakkar. Là, on dirait que la tradition de gagner s'installe dans la tête des joueurs, là. Ouais, mais je pense que depuis qu'Éric est arrivé, ça a fait un gros changement dans l'organisation. Là. Il a amené sa manière de passer, il a amené son entraîneur, il a amené sa façon de fouetter les gars. De faire, là, puis, ouais. Puis lui, il a pas besoin de parler bien fort. Moi, je le connais assez, là, ça se passe dans les yeux. Quand il te regarde, je pense que le message passe. Ouais, les gars respectent. On sait qu'il a gagné partout ce qui est allé, puis depuis qu'il est ici, le respect, il l'a de tout le monde. Fait que on comprend ce qu'il veut nous dire, mais... c'est le fun de créer cette culture-là de victoire, puis après les années qu'on a eu plus difficiles au début, c'est le fun de grandir là-dedans. Là, c'est ta 3e saison comme capitaine. Moi, je veux le dire, être capitaine à 17 ans, là, c'est rare. Ça montre ta force de caractère. Comment tu penses que tu évolues en tant que capitaine à travers ces 3 années-là? Je pense que je suis devenu plus à l'aise dans mon rôle. J'ai compris que, au début, j'étais jeune, 17 ans, j'essayais peut-être d'en faire un petit peu plus, puis de changer comment j'ai été. T'as des vétérans impressionnés aussi, tu sais. Mais les vétérans, ils m'aidaient beaucoup là-dedans, mais j'essayais peut-être d'en faire un peu plus. Mais maintenant, après 3 ans, je suis à l'aise dans mon rôle, puis j'ai compris que, en étant moi-même, ça fait un job, puis c'est comme ça que je suis à mon meilleur. Là. Hey, merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup. Que tu veux que je te dise, je l'adore, le jeune homme. Et là, ça sent les séries à travers la province. On sait que les passionnés de hockey junior le démontrent d'une façon extraordinaire. Et d'ailleurs, si vous allez sur notre page Facebook, on encourage les gens à nous envoyer des photos. Ben écoute, on en a quelques exemples. On regarde ça tout de suite. Exactement. Je veux que les gens nous fassent vivre le buzz des séries dans chacune de vos villes. On y va avec l'hôtel de ville de Victoriaville qui a hissé le drapeau des Tigres. Oh ouais. C'est beau, ça. Là, tous les hôtels de ville devraient faire la même chose. Ça devrait être une obligation quand il y a une équipe junior. Maintenant, les maires se sont lancés un pari. Alexandre Cusson et Alain Reyes du côté de Drummondville et Victoriaville. Regarde ça. Ouais. Les beaux chandails. Mais il sourit, ça m'énerve. Il y en a un des deux qui va... Oui, mais les deux devraient être en train de grogner puis montrer des dents. Oui, c'est ça, exactement. Et finalement, je veux on se déplace du côté de Bécomo, dans le quartier Saint-Georges, rue Chénier, Marcel Gagnon. Regarde la fresque. Peinture aux couleurs du Drakkar. Donc, le logo qui est mis bien en évidence sur un terrain. Oh, on aime ça, la fierté. Ouais, non, Marcel, il est dedans. Et d'ailleurs, justement, si vous êtes capable de rivaliser avec ce cher homme, envoyez-nous ça. Envoyez-nous ça, puis peut-être qu'on va vous réserver une surprise à la fin des séries. On est généreux. D'ici ce temps-là, encore une fois, quel beau rendez-vous, quelle belle date. On se revoit la semaine prochaine.